Alors, je suis Chital Remondja et avec Guillaume Miché, nous allons vous présenter les actions de prévention qui sont menées en milieu scolaire. Alors, je croyais que ça ne marchait pas. Alors, le milieu scolaire, comme nous le savons, c'est un milieu avant tout d'apprentissage, apprentissage pédagogique, mais aussi apprentissage de socialisation. Mais c'est quand même une collectivité qui est très importante parce que ça regroupe 90 000 étudiants et ça représente plus d'un tiers de la population de la Guyane. Et en plus de cette forte collectivité, les élèves passent plus de 40% de leur temps d'éveil en milieu scolaire. Ce qui fait que le milieu scolaire devient alors un milieu assez propice pour mener des actions de prévention, de promotion de santé, surtout qu'il y a aussi une acquisition égalitaire de ces compétences dans les milieux scolaires. Ainsi, l'école est interpellée à 2 niveaux sur les promotions de la santé. Dans un premier temps, à contribuer à la réussite de l'élève pour que dans sa vie future, elle pourra prendre en charge sa santé en question et dans le temps présent, améliorer l'état de santé de ses élèves dans l'objectif d'une réussite scolaire. Alors, dans cette démarche, l'école a entrepris une démarche qu'on appelle école promotrice de la santé pour que la promotion de la santé soit prise en charge par non seulement le personnel de santé, mais également toute la communauté éducative. Ça s'articule au niveau de 3 axes qui est de éduquer, de protéger, ainsi que de prévenir les infections et toutes les problématiques de santé. Plusieurs thématiques seront abordées dans cette démarche école promotrice de la santé, notamment l'éducation à la sexualité, les préventions de conduite addictive, l'éducation à la santé et l'environnement, et j'en passe. Alors, pour que ça marche, cette promotion de la santé en milieu scolaire, tout le monde est partie prenante. Pas seulement le professionnel de santé, mais également tous les acteurs de la communauté éducative. Les chefs d'établissement, les enseignants, les assistants de services sociaux et surtout aussi les parents d'élèves. Et pour que ça fonctionne également, il faut que ça marche dans tous les niveaux de classe. Alors, je vous donne juste quelques exemples de prévention qui sont mises en place par la communauté éducative. Au niveau de l'école maternelle élémentaire, les enseignants font la promotion de lavage de mains, de l'hygiène respiratoire, de l'hygiène bucco-dentaire. Pour les élèves en classe de collège et lycée, il y a un ancrage disciplinaire de cette promotion de la santé. Par exemple, sur les thématiques transmission sexuelle, comment se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, quelles sont les vaccinations, les actions des antibiotiques, et surtout aussi, quelque chose qui est très important, c'est de faire une argumentation sur l'intérêt politique de la prévention et de la lutte contre la contamination de l'infection. Vous comprenez alors que dans l'ancrage disciplinaire même de la scolarisation des élèves, cette promotion de la santé est effectuée. Et ça s'articule également sur la discipline en question. Par exemple, en cycle 3, ce sont des thématiques qui sont abordées durant les cours de soins du corps, de l'environnement ou dans les cours de sciences de la vie et de la terre, le corps humain et la santé. Il va sans dire que les professionnels de santé ont un intérêt à mettre en place ces promotions de la santé. Il y a les médecins scolaires, les infirmières scolaires, mais également les partenaires institutionnels et associatifs tels que la PMI, l'EMSPEC, le planning familial, les réseaux périnates. Et toutes ces actions-là s'articulent au niveau de la prévention sur les infections sexuellement transmissibles, sur la promotion et la distribution des préservatifs, la permanence des sages-femmes dans les milieux scolaires, l'éducation à la vie affective et sexuelle que j'ai présentée sur cette forme d'image avec plusieurs thématiques et surtout sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et également sur la campagne de vaccination HPV. Alors voilà à peu près toutes les actions qui sont mises en place dans les milieux scolaires pour faire cette promotion de la santé et pour la prévention des infections en milieu scolaire. Alors par rapport à cette campagne de vaccination HPV, nous allons parler un tout petit peu de comment est-ce que ça s'est déroulé. Juste avant de faire cela, juste un petit rappel de ce que c'est le HPV, qui est un virus avec plus de 200 types.
dont 12 peuvent provoquer les cancers. Ça entraîne une infection souvent asymptomatique, mais dont les infections persistantes peuvent évoluer vers les maladies bénignes ainsi que les cancers. La transmission, c'est par simple contact, les rapports sexuels avec ou sans pénétration. Et une chose importante également qu'on essaye de faire passer, c'est que le préservatif, qui est une protection pour les infections sexuellement transmissibles, ne protège que d'une façon partielle. J'ai fait un petit rappel également des maladies qui sont induites par le HPV, notamment les verrues anogénitales, mais surtout le cancer du col de l'utérus, qui est quand même un cancer assez fréquent dans notre pays. Alors, pourquoi vacciner? Tout simplement parce que prévenir, c'est mieux que guérir, comme on dit. Et surtout, c'est que cette prévention via la vaccination a montré son efficacité. Jusqu'à plus de 90% des infections, ça protège jusqu'à 90% des infections qui sont à l'origine des cancers. Cette vaccination a montré également sa sûreté et son efficacité. C'est un vaccin pour lequel on a assez de recul parce qu'il a été administré depuis plus de 10 ans. 100 millions d'enfants et d'adolescents ont été vaccinés dans le monde et plus de 6 millions de doses de ce vaccin a été administré en France. Et son efficacité a également été démontrée par de nombreux pays où le nombre de cas a diminué pour les pays où les jeunes enfants sont vaccinés. Alors, la population cible de cette vaccination sont à la fois les filles et les garçons, chose qui est très importante dans la communication aussi. Ce n'est pas uniquement les filles qui ont besoin de cette vaccination. Et la population âgée entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage qui est possible à l'âge de 19 ans. Alors, pourquoi dès l'âge de 11 ans? Parce qu'il a été démontré qu'il y a une amélioration, une meilleure réponse vaccinale quand la personne n'est pas encore entrée dans l'activité sexuelle. Et en plus de cela permet également de faire un schéma vaccinal avec 2 doses au lieu de 3 doses. Alors, le déroulement de cette campagne de vaccination a commencé par l'annonce présidentielle au mois de février 2023. Au mois de septembre 2023, nous avons reçu l'instruction interministérielle, ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, avec un pilotage qui a été fait par l'ARS et le rectorat, et une forte collaboration avec les vaccinateurs qui sont l'EMSPEC et la Croix-Rouge. Donc à partir du mois de septembre 2023, nous avons commencé la communication et l'information par rapport à cette vaccination, et les phases de vaccination ont commencé en octobre 2023 pour la première phase et en avril 2024 pour la deuxième phase. Alors, vers qui la communication a été faite? Il y a 3 types de populations très importantes pour lesquelles on a mis en place cette communication. D'abord, en premier lieu, l'équipe éducative. Donc, il y avait eu une sensibilisation, une information auprès des personnes qui sont les premiers contacts des élèves dans les écoles. Donc, les chefs d'établissement, les professeurs de sciences de SVT, les personnels de vie scolaire également. Mais il y a également eu aussi une mise à jour des connaissances des personnels de santé au niveau des établissements scolaires, les médecins scolaires, les infirmières scolaires. Et pour cette information-là, il y avait eu une communication orale avec tout le monde, mais également des documents ont été envoyés, des documents avec des fiches encadrantes pour connaître toutes les notions importantes par rapport à la campagne de vaccination. Vient ensuite la communication auprès des collégiens eux-mêmes, via des affichages, via des fiches pour chaque étudiant. Chaque étudiant de toute l'académie a reçu une fiche qui explique toutes les notions sur la campagne de vaccination, et toutes les classes de 5e ont eu une sensibilisation par soit l'infirmière scolaire, soit par les équipes éducatives dans chaque classe pour bien expliquer l'intérêt de cette vaccination. Et en 3e lieu, nous avons essayé de toucher les parents d'élèves parce qu'aucune vaccination ne pourra être faite sans autorisation parentale.
La communication pour les parents, ça s'est fait via des réunions avec les parents lors des cafés parents, par exemple, des communications via Pronote ou des rappels pour le jour de vaccination par des SMS, mais également par l'envoi d'un kit pour les parents, composé de documents d'information, d'un dépliant de l'INCa et de l'autorisation vaccinale. Alors, je vous donne quelques exemples des fiches de communication que nous avons utilisées. Il y a par exemple là la fiche pour l'encadrant, pour comment comprendre tout ce qu'il y a sur la vaccination, et la fiche pour l'élève qui regroupe à la fois les informations, mais également des activités, plusieurs activités pour que cela puisse être interactif avec l'encadrant et les élèves. Alors, après cette campagne de communication qui a été faite d'une manière très rapide, parce que je vous rappelle que c'était au mois de septembre que nous avons reçu les instructions interministérielles et qu'on a commencé tout. Après cela, il y avait eu la distribution des autorisations parentales avec le recueil de ces autorisations parentales pour commencer la vaccination au mois d'octobre 2023. Il a été rappelé pour les parents que c'est un vaccin recommandé, ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire, que c'est un vaccin qui est gratuit, pris en charge par l'ARS et l'assurance maladie, et que c'est un vaccin qui est ouvert à tout le monde, avec ou sans droits ouverts. Tous les élèves avaient droit à la vaccination s'ils le souhaitent et que si leurs parents donnaient leur autorisation. Vient ensuite l'organisation, tout ce qui est logistique, la préparation des locaux, l'accueil, l'aide et la surveillance des élèves lors de cette vaccination. En tout, puisque ce sont les élèves de 5e qui ont été ciblés, étant donné que les élèves de 5e répondent bien à cette fourchette d'âge de 11 à 14 ans, cela représente 5 646 élèves. Les collèges privés ainsi que les collèges publics ont été sollicités pour cela. L'équipe mobile de santé publique, l'EMSPEC, s'occupait de la vaccination de tous les communes isolées. La Croix-Rouge était les vaccinateurs effecteurs sur tout le littoral. En tout, il y avait eu 50 séances de vaccination qui ont été effectuées. Alors, quels sont les résultats? Pour la population, la participation des populations, tous les collèges publics ont accepté à participer à cette campagne de vaccination, 31 collèges en tout. Par contre, aucun collège privé n'a souhaité participer à cette campagne de vaccination. Alors, nous avons pu faire la communication auprès de 4 747 élèves. Et lors de la deuxième phase de vaccination, 4 collèges n'ont pas pu effectuer et participer pour des raisons relais, par exemple, aux médecins généralistes pour la deuxième dose ou l'absence d'infirmières scolaires. Alors, pendant la première phase, au mois d'octobre 2023, nous avons reçu un retour d'autorisation parentale à hauteur de 18%, ce qui est vraiment très faible. Il n'y avait eu que 855 autorisations parentales qui sont retournées, dont 656 ont eu un avis favorable. 600 élèves ont pu être vaccinés, dont pour la première dose 553 élèves et pour la seconde dose 47 élèves. Le taux de participation est assez faible, à 12%, mais qui n'est pas au niveau des autres académies, n'est pas très différente non plus au niveau des autres académies. L'objectif étant de 30%. Alors pendant la deuxième phase, ce qui veut dire au mois d'avril 2024, 529 élèves ont pu être vaccinés, dont 460 en deuxième dose et 73 en première dose. Alors pourquoi des premières doses durant cette deuxième phase? Parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas voulu être vaccinés pendant la première phase, mais qui ont accepté pendant la deuxième phase de faire leur première dose de vaccination. Le taux de participation était alors de 11%. En tout, cette campagne de vaccination nous a permis d'avoir un schéma vaccinal complet de 9% de toute la population. Donc, en gros, un élève sur 10 ont pu avoir un schéma vaccinal complet. Cette campagne de vaccination a permis également de mener une enquête auprès d'échantillons de parents d'élèves, une enquête étude vaxicole qui a été faite par la Santé publique France pour recueillir des opinions des parents d'élèves par rapport à cette campagne de vaccination,
pour estimer son efficacité et pour proposer des améliorations quant à son organisation. Les résultats de cette étude ne sont pas encore connus à ce jour. Alors, quels sont les retours en général de cette campagne de vaccination? Le milieu scolaire n'est pas un milieu de soins, mais malgré cela, il y avait pu une bonne adaptation du milieu scolaire pour effectuer cette campagne de vaccination. Les locaux sont généralement adaptés, mais il y avait eu un moment où il fallait mettre en place une certaine organisation pour bien s'assurer de la confidentialité des échanges et des entretiens avec les élèves. Il y avait eu une très bonne collaboration entre les vaccinateurs, l'EMSPEC, la Croix-Rouge et le personnel de l'éducation nationale. Nous avons également remarqué que cette campagne de vaccination, son efficacité dépendent vraiment de la présence d'infirmières scolaires dans les établissements. On avait mentionné également qu'il y avait eu très peu de retours des autorisations parentales. Certaines autorisations parentales qui étaient mal remplies, où il y avait également eu une problématique concernant la double signature des deux parents d'élèves. Nous avons également remarqué que les fiches qui étaient envoyées par l'INCa au niveau national n'étaient pas vraiment adaptées au contexte local. Et il était très difficile de toucher les parents. Par exemple, lors des réunions parents d'élèves ou lors des séances qui ont été dédiées pour cette communication, très peu de parents d'élèves sont venus. Ce qui relève qu'il y a vraiment une nécessité de sensibiliser les parents hors les murs, notamment dans leur lieu de vie. Il y avait eu beaucoup d'absents et des fois les carnets de vaccination ne sont pas retournés aussi. Il y avait eu également une diffusion de tracts anti-vax qui a été mise en place et on a remarqué une certaine méfiance des parents à l'égard de la vaccination HPV. Alors, il faut savoir que c'est une période post-Covid. Il y a également cette méfiance par rapport au fait qu'il y a une association de la sexualité avec la vaccination HPV. Et cette méfiance était vraiment prégnante dans les communes de Saint-Laurent, à Patou et de Mana. Alors, enrichi de toutes ces observations, nous avons pu mettre en place pour cette campagne année scolaire à 2024-2025, parce que nous allons reconduire cette campagne de vaccination. Alors, les autorisations parentales ainsi que les notes d'information ont été travaillées localement avec le concours de l'ARS et de GPS pour qu'il y ait une traduction en plusieurs langues, notamment bushinangue, anglais, arabe, espagnol, portugais. Nous commençons aussi à travailler avec les médiateurs scolaires qui sont des personnes en lien avec l'école et la famille des élèves. La communication et la sensibilisation des élèves a été commencée beaucoup plus tôt. Donc, dès la classe de 6e, nous avons commencé la communication et il y a une multiplication des supports qui sont utilisés. Et on essaie de mettre en place beaucoup plus de communication vers les parents. Par exemple, lors des inscriptions des élèves, lors de la rentrée, la réunion des rentrées, lors des réunions parents-profs, pour toucher plus les parents d'élèves. Je vous donne quelques exemples des documents qui ont été traduits en plusieurs langues. Et en conclusion, il y a encore plusieurs pistes de réflexion concernant cette campagne de vaccination au vu de la couverture qui a été obtenue. C'est des pistes de réflexion sur l'élargissement de cette campagne de vaccination à l'ensemble des adolescents âgés de 11 à 14 ans. Donc, ne pas seulement faire au niveau des classes de 5e, mais faire à tout le collège. Une réflexion également sur un élargissement sur les services médico-sociaux d'enseignement. Une réflexion sur la dématérialisation des autorisations parentales qui n'a pas encore pu être mise en place à ce jour. Et également une réflexion sur une modification de l'organisation de la campagne de vaccination. La campagne qui a été menée, c'était 2 interventions au cours de l'année pour une première dose et deuxième dose. Et une réflexion, on se dit que si on va dans les collèges une seule fois dans l'année pour faire la première dose, par exemple, en classe de 6e et la deuxième dose en classe de 5e, facilitera beaucoup plus du côté logistique au niveau
du calendrier scolaire des élèves. Il y a également une réflexion qui pourrait être mise en place par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux pour la communication auprès des élèves et l'éducation par les pairs, l'éducation des élèves par les élèves qui ont été précédemment vaccinés ou par les référents égalité filles-garçons. Néanmoins, avec toutes ces pistes de réflexion, nous avons bien mentionné qu'il est très difficile pour nous dans les écoles de toucher les parents, ce qui vient à ce qu'il y a un appel à l'aide pour que nous tous, médecins généralistes, PMI, CDPS, les associations, pour que tout le monde porte cette voie d'information auprès des parents, pour que l'information passe et que tous les parents puissent être sensibilisés à cette campagne de vaccination. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.